Reprenons pour écouter aujourd'hui dans ce séminaire Christophe Prado. Christophe Prado est maître de conférence de littérature française à Sorbonne Université, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Il est l'auteur d'une grande thèse sur le roman cyclique Balzac, Proust, Giono, et c'est ce qui l'a amené à travailler sur Proust. C'est donc quelqu'un qui connaît bien le roman des 19e et 20e siècles. On avait collaboré il y a quelques années, on avait travaillé ensemble pour l'édition d'Albert Thibaudet. Bon, vous savez que j'aime bien Albert Thibaudet, lui aussi, pour le volume qui a été publié dans la collection Quarto en 2007 sur les réflexions sur la littérature, toute la chronique de Thibaudet dans la NRF sur la littérature. Et une autre de ses publications importantes, c'est faite avec Judith Schlanger, auteur que j'aime beaucoup, qu'il aime beaucoup aussi, sur la mémoire des œuvres, dont il avait refait une édition il y a quelque temps. Le titre de son propos aujourd'hui, il rejoint, je l'annonçais tout à l'heure, Pastiches et mélanges, où on trouve ces grands articles que je me permets de qualifier d'essayistes. Je ne sais pas s'il sera d'accord. En tout cas, le titre d'aujourd'hui est La composition de Pastiches et mélanges. À vous. Je ne sais pas si on entend bien, c'est bon. Oui, nous allons retrouver un certain nombre des textes que Antoine Compagnon vient d'évoquer. On n'entend pas. Donc on entend mieux peut-être là. Oui. Donc nous allons retrouver un certain nombre des textes qui ont été évoqués lors de la première partie de la séance d'aujourd'hui, mais lors de leur reprise après la Première Guerre mondiale en 1919. Lorsque la Nouvelle Revue française, qui avait suspendu ses activités pendant la guerre, reprend sa parution au début de l'année 1919, elle annonce pour paraître en juin aux éditions de la Revue 3 titres de Marcel Proust. Donc une édition conjointe du côté de chez Swann, d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs et de Pastiches et mélanges. Soit le livre initialement paru en 1913 chez Grasset, qui est réédité à l'occasion de la parution du 2e tome de La Recherche du temps perdu, longtemps attendu et qui attirera à lui toute l'attention, ainsi qu'un recueil d'articles qui passera nettement plus inaperçu, paru entre le 1er avril 1900 et le 6 mars 1909. Autrement dit, pendant la décennie qui marque le point culminant de la trajectoire de Proust dans le monde de la presse quotidienne et des revues, avant que le chantier au long cours du roman essayiste ne l'en éloigne durablement, puisque Proust ne publie presque plus rien dans la presse et en revue entre 1909 et 1919. S'il n'est pas rare qu'un aspirant écrivain aujourd'hui entre en littérature en publiant d'emblée un premier roman, c'est même sans doute la voie privilégiée, il en est tout autrement à la fin du XIXe siècle, généralement considéré comme l'âge d'or des petites revues, et Proust, comme beaucoup d'autres, publie ses premiers articles à 16 ans dans des revues lycéennes, puis dans des revues éphémères animées par des jeunes gens de son âge, qui sont souvent aussi des condisciples. Et progressivement, il va gravir tous les échelons du cursus honorum de la publication périodique, c'est-à-dire publié dans des revues moins éphémères, dans des grandes revues, puis dans la presse quotidienne. Et un objet garde trace sous la forme livre de cette première production des essais des textes de jeunesse, des articles de jeunesse qu'il nomme parfois, comme ça a été rappelé tout à l'heure, études. C'est un premier recueil, Les plaisirs et les jours, publié chez Calman Lévy alors qu'il a 25 ans, en 1896. Mais Proust attendra
17 ans, entre sa 25e et sa 42e année, avant de publier un nouveau livre, un deuxième livre, Du côté de chez Swann. Dans cet intervalle, il aura publié plusieurs dizaines d'articles dans des lieux de plus en plus exposés, de plus en plus visibles. D'abord dans les troisièmes pages de journaux comme Le Figaro, puis en première page, avant d'être enfin admis à publier en tête, en article de tête, en position de premier pari. L'espace au large de la forme livre aura donc été pour Proust une conquête lente, progressive, plutôt tardive, et l'hésitation qui préside à la genèse du Contre Sainte-Beuve entre le roman et l'essai peut également être comprise comme l'histoire d'une émancipation difficile, d'un dégagement progressif de la forme contrainte des publications périodiques. Proust aura dû longtemps composer avec les coupures, les pages retranchées et les caviardages, qui sont le lot commun des publications dans les périodiques et dont il se plaint souvent dans sa correspondance. Les titres que Proust peut faire valoir quand il revendique la qualité d'écrivain autour de 1910 auprès d'éditeurs, lorsqu'il se met en quête d'un éditeur pour le livre qu'il a entrepris d'écrire, ont tous partie liée avec les publications périodiques. Le recueil de 1896, Les plaisirs et les jours, que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qu'il appelle mes articles du Figaro, dont je parlerai un peu plus tard, qui forment un ensemble très important qui a été partiellement exposé à l'instant par Antoine Compagnon, les pastiches publiés dans le supplément littéraire de ce même quotidien, et ses préfaces, d'abord publiées comme des articles de revue, de la Bible d'Amiens et de Sésame et l'Hélice, les deux traductions de Ruskin qu'il fait paraître en 1904-1906, qui sont si richement annotées que le lecteur a parfois le sentiment que Proust cherche à substituer son nom à celui de Ruskin sur la page de titre et que s'ourdit dans le labyrinthe des notes de bas de page une tentative d'usurpation. Ce sont ces trois ensembles, les articles du Figaro, les pastiches et les travaux sur Ruskin qui sont recueillis dans Pastiches et mélanges. Il marque, à des titres divers, le sommet de l'activité essayiste de Proust, la dernière étape avant qu'il ne s'installe dans le chantier monde d'un livre qui finira par devenir coextensif à son existence. Si la qualité des textes rassemblés ne fait guère de doute, la réputation du recueil n'en est pas moins équivoque, et même, peut-on dire, assez passablement mauvaise. Sans doute d'emblée desservie par le choix d'un titre qui suggère une réunion de textes doublement mal assortis. Mal assortis parce que semblent coexister dans le recueil deux livres, les pastiches et les mélanges. Mais aussi parce que le mot mélange place ce second volet sous le signe de l'hétéroclite, puisque le terme implique l'idée d'une diversité de sujets. Le mot d'emploi fréquent dans les titres de recueil est employé en concurrence de termes comme miscellanée ou variété. On peut citer, pour s'en tenir à ce seul exemple, les mélanges d'histoire et de voyage que Renan fait paraître en 1878. Yves Sandre, dans la notice de son édition critique de Pastiches et mélanges, publiée en 1971 dans la bibliothèque de la Pléiade, pose d'emblée comme une idée reçue, mais aussi comme une évidence, le caractère hétéroclite du recueil. Je le cite, « Le contenu de ce volume risque de sembler quelque peu disparate. En effet, l'on discerne mal, à première vue, quelle parenté existe entre des pastiches, un récit d'excursion en automobile, une chronique consacrée à un parricide, et des textes étendus qui, de près ou de loin, commentent la vie, les goûts et les principes de John Ruskin. Que ces articles appartiennent tous à la même période ne suffit pas à établir entre eux un lien nécessaire. De cette incohérence, il détache le préfixe, de cette incohérence apparente, Proust lui-même était parfaitement conscient. Sandre nuance ensuite ce constat d'un défaut d'adhérence, d'une absence de lien nécessaire entre les articles recueillis. Il suggère, mais sans y insister, que l'ensemble des textes réunis par Proust sont reliés les uns aux autres, tantôt par de grands thèmes généraux, c'est l'expression qu'il emploie, tantôt par des harmoniques plus subtiles. Sans préciser ce que sont ces grands thèmes généraux, il reste assez vague. Il finit par avancer l'idée d'une structure en quelque sorte mélodique.
Les spécialistes de Proust ont généralement reconduit ce constat d'un recueil disparate, mais d'un disparate qui serait peut-être qu'apparent, qui serait en fait travaillé en profondeur par une sorte de cohérence mélodique. C'est par exemple le cas de Nathalie Mauriac dans la notice qu'elle consacre à Pastiche et mélange dans le dictionnaire Marcel Proust. D'autres chercheurs ont été plus insistants, sont allés, disons, de façon plus univoque dans la direction du caractère disparate du recueil. C'est notamment le cas de Françoise Le Riche, qui est l'auteur d'une des très rares études consacrées au recueil en tant que tel, au geste de mise en recueil, un article qui date de 2007, dans lequel elle insiste sur ce caractère disparate de façon très très prononcée, affirmant que les mélanges se caractérisent par une hétérogénéité de thèmes et de genres qui a frappé tous les commentateurs, je la cite, et que revendique le titre. La fortune éditoriale de Pastiche et mélange semble confirmer la fragilité d'un recueil qui peine à retenir à lui les textes qui le composent. Si le recueil a été constamment réédité par les éditions Gallimard, dans la collection Blanche d'abord, puis dans la collection L'Imaginaire, et je vous ai signalé qu'il existait également une édition critique dans la bibliothèque de la Pléiade. Si donc les éditions Gallimard ont pieusement reconduit le geste de Proust en rééditant régulièrement le recueil, aucune autre maison d'édition n'en a proposé d'édition, ce qu'aucune disposition légale n'interdirait, à ma connaissance du moins. Il ne faut pas y voir un quelconque désintérêt pour les textes qui y sont recueillis. Ceux-ci ont très souvent été repris par les éditeurs les plus divers, le plus souvent au sein d'anthologies thématiques, mais aussi, pour certains d'entre eux, en éditions séparées. Alors c'est le cas exemplairement, comme cela a été rappelé il y a quelques minutes, Sur la lecture, qui devient dans Pastiche et mélange Journée de lecture, et qui est édité très souvent en éditions séparées, mais également comme tête de file d'une sélection de textes critiques. Quelques autres textes publiés dans Pastiche et mélange bénéficient d'éditions séparées de façon plus ponctuelle, plus rare, comme par exemple Sentiments filiaux d'un parricide. Il est à noter, autre signe des difficultés de Pastiche et mélange à s'imposer comme une composition, que les éditeurs font parfois le choix, en reprenant tel ou tel article, de revenir à un état du texte antérieur à celui de 1919, au prétexte que celui-ci est souvent plus développé, le geste de la mise en recueil ayant entraîné de nombreuses coupures, parfois assez importantes. Il n'est pas de meilleure preuve de la faible autorité du recueil, puisque le protocole philologique imposerait de publier le dernier état du texte. Il semble donc que celui-ci a échoué à s'attacher des textes qui reprennent volontiers leur autonomie et qui jouissent probablement, pour quelques-uns d'entre eux du moins, l'affaire Lemoine, les pastiches, Journée de lecture ou Sur la lecture, puisque les éditions séparées font généralement le choix du titre primitif. Peut-être aussi Sentiments filiaux d'un parricide. Donc ces textes bénéficient sans doute d'une notoriété qui est supérieure à celle du recueil, dont on ignore souvent qu'ils lui sont attachés. Je pense que peu de lecteurs des journées de lecture savent que cet essai appartient, si ce verbe a un sens, à Pastiche et mélange. La plupart des éditions isolées, donc, je le rappelle à nouveau, donnent d'ailleurs ce texte sous le titre de Sur la lecture. Les textes recueillis dans Pastiche et mélange documentent une décennie de publications périodiques, celle pendant laquelle les articles de Proust ont bénéficié de la meilleure exposition. Proust aurait pu faire le choix de faire fond sur cette unité, disons, biographique, en présentant les textes dans leur ordre de publication initial, éventuellement en signalant en sous-titre les dates entre lesquelles se sont échelonnées ces publications. C'est le choix que font d'assez nombreux recueils de mélanges. On aurait pu imaginer donc un titre de l'ordre Pastiche et mélange 1900-1909. C'est une pratique courante que l'on observe sur la page de titre de nombreux recueils. Le choix de Proust a été à l'exact opposé. La table des matières que vous voyez ici apparaître redistribue les textes sans souci de respecter l'ordre de première parution. Les pastiches de l'affaire Lemoine, qui forment la première partie du livre,
avaient paru numérotées de 1 à 8 en 4 livraisons. Proust, en les reprenant en volume, modifie cette numérotation. Si le pastiche de Balzac est toujours publié en tête, il est désormais suivi de celui de Flaubert et non plus de celui de Faguet. De la même façon, dans Les Mélanges, seconde partie du recueil, c'est le dernier texte publié qui figure en tête. Donc vous avez ici une présentation du sommaire avec les dates de publication initiale, et vous voyez que Proust ne respecte en aucune façon cet ordre de publication initiale. En ne tenant aucun compte de l'ordre chronologique, Proust signifie clairement qu'il choisit de composer son recueil, que celui-ci ne se réduit pas à une simple mise à disposition de textes dispersés, devenus difficiles à trouver, qui est la fonction première de toute mise en recueil, mais que quelque chose se joue dans la mise en relation des textes entre eux. Contre l'évidence apparente du disparate, je voudrais examiner aujourd'hui les titres que le recueil peut faire valoir pour être considéré comme une composition. Cela revient à essayer d'établir, par exemple, jusqu'à quel point, sur la lecture, appartient à Pastiche et Mélange. Autrement dit, si le lecteur a quelque chose à gagner à considérer sur la lecture depuis le cadre de relation que constitue Pastiche et Mélange. Pour le dire autrement, est-ce que son insertion dans Pastiche et Mélange donne sur la lecture quelque chose comme une beauté ajoutée? Si l'on en croit Yves Sandre, donc l'éditeur de Pastiche et Mélange dans la bibliothèque de la Pléiade, Proust aurait été conscient de l'incohérence de son recueil, et il aurait assumé que cette publication n'est d'autre unité que mélodique. C'est tant est qu'il ne faille pas voir en elle une publication de fortune, une simple mise à disposition. Ce serait le sens donc, du choix qui a été fait de ce titre qui fait signe vers une hétérogénéité qui est assumée. Une demi-douzaine de lettres sont régulièrement citées à l'appui de cette thèse. J'en convoquerai ici 3, les plus significatives. Une lettre à Lucien Daudet du 14 août 1918, une autre à Jacques-Émile Blanche du 20 octobre de la même année, et enfin une lettre à Eugène Fasquelle de la fin décembre 1912, donc une lettre bien antérieure, envoyée donc à Fasquelle dans le contexte d'une négociation en vue de publication, soit du côté de chez Swann, soit éventuellement d'un recueil de textes critiques. À Lucien Daudet, qui vient de lui faire des propositions de titres que nous ignorons, sa lettre n'ayant pas été conservée, Proust répond qu'il a fait le choix d'une forme de neutralité, préférant à la séduction de titres thématiques, et on peut imaginer que les propositions de titres de Lucien Daudet vont dans cette direction, titres thématiques comme celui qu'il avait donné à son premier recueil, Les plaisirs et les jours. Il préfère donc à ce type de titre la solidité toute classique de titres qu'on qualifie souvent de rhématiques, autrement dit des titres qui qualifient moins le contenu du livre que sa forme, ou pour le dire autrement, son inscription générique. Les rayons et les ombres, par exemple, est un titre thématique, alors que Ode et ballade est un titre rhématique. Pastiche et Mélange a le grand avantage aux yeux de Proust de signifier sans ambiguïté que le volume ne s'inscrit pas dans l'ensemble en cours de publication de la recherche du temps perdu, qu'il est certes publié en même temps que du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais qu'il n'en fait pas partie. Le risque, donc écrit-il à Daudet, qu'un lecteur peu attentif puisse, même sans cela, insérer ce livre dans la suite du temps perdu, ce risque est assez fâcheux et assez menaçant pour que je me borne au titre le plus clair possible. La neutralité du titre, son caractère pour ainsi dire impersonnel, a donc pour première fonction, comme Proust l'écrit quelques semaines plus tard à Jacques-Émile Blanche, en faisant référence à ses échanges avec Daudet, et de ne pas laisser s'égarer le lecteur et s'interférer les séries. Première fonction donc de ce titre impersonnel, rhématique, éviter que s'interfèrent les séries et que les lecteurs s'égarent. Donc tenir à l'écart Pastiche et Mélange
du roman en cours de publication. Le second argument en faveur d'un titre grisâtre, d'un titre qui soit moins un titre qu'une indication pratique, c'est une expression qu'on trouve dans la lettre à Daudet, est le souci d'honnêteté, le désir de ne pas suggérer indûment une unité dont le livre serait dépourvu aux yeux mêmes de son auteur. Dans la grande méditation esthétique de la prisonnière sur l'incomplétude des œuvres d'art du XIXe siècle, qui ont toutes en commun le défaut de ne pas relever d'une préconception, mais de participer d'une unité rétroactive, le narrateur dénoncera ce qu'il appelle les systématisations d'écrivains médiocres qui, à grand renfort de titres et de sous-titres, se donnent l'apparence d'avoir poursuivi un seul et transcendant dessein. Proust, en retenant pour son recueil le titre de Pastiches et mélanges, refuse de s'illusionner et d'illusionner ses lecteurs en masquant le caractère hétérogène de deux ensembles qui n'ont en commun que de partager un véhicule éditorial. Je ne trouvais pas honnête, écrit-il à Lucien Daudet, d'établir un lien profond entre des choses que rien n'attachait ensemble dans ma pensée, les pastiches d'un côté et ces articles de l'autre, donc les mélanges. Si disparate il y a, c'est donc dans cette coexistence des pastiches et des mélanges, et c'est dans l'absence de lien profond entre ces deux versants du recueil qu'il faut situer le défaut d'unité, qui n'en serait donc peut-être pas tout à fait un, si les pastiches d'un côté et les mélanges de l'autre peuvent être appréhendés de façon quelque peu unitaire. Proust, notons-le, ne dit jamais que les pastiches et les mélanges, c'est le point sur lequel je voudrais insister, sont deux ensembles hétéroclites, mais que c'est leur réunion qui a quelque chose de purement circonstanciel. Il suggère même dans sa lettre à Fasquelle de décembre 1912, alors évidemment dans le contexte d'une entreprise de séduction à l'égard d'un éditeur ou d'un éditeur potentiel. Donc il écrit à propos de ces articles du Figaro, de ce qu'il appelle « mes articles du Figaro », sans qu'ils aient de lien direct entre eux. Les thèmes qu'ils développent sont si voisins que le volume aurait, à défaut de continuité, une sorte d'unité, d'homogénéité. Une tension se fait donc jour entre le disparate affiché par le titre choisi, mélange, et cette affirmation peut être tout simplement tactique, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, d'une sorte d'unité. Il n'est pas totalement exclu par ailleurs, concède-t-il à Lucien Daudet, qu'il ait pu ne pas voir en les écrivant le lien qui solidariserait, comme son correspondant semble le suggérer, les pastiches et les mélanges. Celui qui réunit, ce lien, celui qui réunit toutes nos actions, tous nos amours, tout ce qui dans le présent semble isolé et nouveau, n'est pas plus apparent. C'est un lien donc qui serait moins le résultat d'un choix de composition que de cette dynamique intégratrice, pour ainsi dire organique, qu'évoque Victor Hugo lorsqu'il affirme en tête de la préface de l'édition définitive de ses œuvres complètes que tout homme qui écrit un seul livre, ce livre, c'est lui. La sentence qui se présente comme le point culminant de la lettre à Jacques-Émile Blanche, celle que j'ai surlignée, ce sont les livres qui ensuite font eux-mêmes leur titre, constitue le symétrique inversé de l'illusionnisme dénoncé par Proust dans La prisonnière, les systématisations abusives d'écrivains médiocres. Le titre rématique, perçu comme un désignatif neutre, est susceptible de se charger de résonance dès lors qu'il sera devenu l'emblème du travail de la lecture, du jeu ouvert des rapprochements que le lecteur établira entre les différentes parties du recueil. Si Pastiches et mélanges est davantage qu'un simple véhicule, alors le titre, aussi neutre soit-il, contiendra en lui toute la richesse de rapports que le lecteur aura réalisé dans sa conscience. Alors je ne voudrais pas, dans les minutes qui suivent, m'attacher de façon privilégiée à ce lien supposé, souterrain, qui unifierait donc cette sorte d'unité presque inconsciente qui unifierait éventuellement les mélanges. Je vais m'attacher en fait à tous les gestes qui, en 1919, participent d'une volonté évidente, affichée, de composition, c'est-à-dire en fait
je vais essayer de prendre en considération la dimension compositionnelle de l'effet unitaire. Le lien qui court entre les pastiches n'a jamais prêté à discussion, puisque ceux-ci sont unifiés par le cadre de variation qui donne son sens à l'entreprise, dont Proust expose les modalités dans une note liminaire qu'il ajoute à son édition, enfin qu'il insère dans son édition de 1919, et dans laquelle il rappelle à grands traits les principales péripéties de l'affaire Lemoine, qui était connue de tous en 1908, mais largement oubliée en 1919. Il prend appui pour ce faire sur ce qu'il appelle le petit précis historique qu'avait établi à sa demande en janvier 1919 son ami Robert Dreyfus. On a peut-être oublié, depuis 10 ans, que Lemoine avait faussement prétendu avoir découvert le secret de la fabrication du diamant, et ayant reçu de ce chef plus d'1 million du président de la De Beers, Sir Julius Werner, fut ensuite, sur la plainte de celui-ci, condamné le 6 juillet 1909 à 6 ans de prison. Cette insignifiante affaire de police correctionnelle, mais qui passionnait alors l'opinion, fut choisie un soir par moi, tout à fait au hasard, comme thème unique de morceau, où j'essayerai d'imiter la manière d'un certain nombre d'écrivains. C'est très précisément donc un cadre de variation. Bien qu'en donnant sur des pastiches la moindre explication, on risque d'en diminuer l'effet, je rappelle, pour éviter de froisser de légitimes amours-propres, que c'est l'écrivain pastichier qui est censé parler, non seulement selon son esprit, mais dans le langage de son temps. À celui de Saint-Simon, par exemple, les mots « bonhomme »,« bonne femme » n'ont nullement le sens familier et protecteur d'aujourd'hui. Dans ses mémoires, Saint-Simon dit couramment le bonhomme Chaulnes pour le duc de Chaulnes, qu'il respectait infiniment et pareillement de beaucoup d'autres. Dans une page de la préface de la Bible d'Amiens, page qui n'a pas été reprise dans les mélanges, Proust fait la remarque suivante. Quand plusieurs portraits peints par Rembrandt, d'après des modèles différents, sont réunis dans une salle, nous sommes aussitôt frappés par ce qui leur est commun à tous et qui est les traits mêmes de la figure de Rembrandt. Les pastiches mettent en œuvre une logique analogue, mais en inversant la relation de différenciation. Le modèle reste inchangé, l'affaire Lemoine, donc un canevas qui sera commun à tous les pastiches. Et c'est précisément cette unicité du modèle qui permet de dégager les traits stylistiques propres à chaque écrivain, comme si dans la salle d'un musée étaient rassemblés 9 portraits du même individu qui seraient chacun l'œuvre de peintres différents. Le système de titres des pastiches est assez simple. Proust se contente de reprendre, pour doter ceux-ci d'un sous-titre thématique, celui qu'il leur avait donné lors de la publication initiale dans le supplément littéraire du Figaro. Pastiche, l'affaire Lemoine. Donc un titre rématique, pastiche, et un titre thématique, l'affaire Lemoine. Et il ne modifie que très marginalement les titres des publications originales. Il reprend presque à l'identique, il reconduit presque à l'identique les titres des pastiches tels qu'ils avaient paru dans le supplément littéraire du Figaro. À la seule exception du dernier pastiche, dans les mémoires de Saint-Simon, et cela s'explique aisément parce qu'il s'agit en fait d'un pastiche qui est antérieur à la série de l'affaire Lemoine que Proust avait publiée en janvier 1904 sous le titre « Fête chez Montesquieu à Neuilly », extrait des mémoires du duc de Saint-Simon, qu'il reprend pendant l'automne et l'hiver 1918 en le modifiant considérablement de façon à l'intégrer dans son édition. Donc d'en faire un pastiche de l'affaire Lemoine, ce qui n'était pas initialement. Il en est tout différemment des mélanges, qui posent de nombreux problèmes dès lors que l'on regarde d'un peu près le système des titres, qui est extrêmement compliqué et assez peu lisible. Contre les suggestions du titre qu'il a adopté, mélange, Proust cherche manifestement à rendre sensible au lecteur cette sorte d'unité ou d'homogénéité dont il parle dans sa lettre à Fasquelle, en ayant recours aux effets de systématisation que le narrateur disqualifiera dans La prisonnière. Tout se passe comme si, en effet, il cherchait à unifier les textes réunis dans les mélanges à grand renfort de titres et de sous-titres. Les mélanges sont dotés, a posteriori, d'un sous-titre thématique, en mémoire des églises assassinées. C'est ainsi du moins que ce titre est assez souvent compris.
Il s'agit en fait d'une fausse fenêtre, d'une symétrie biaisée, comme on en trouve assez souvent chez Proust. En mémoire des églises assassinées n'est pas, en effet, un sous-titre thématique venant enrichir le titre rématique, mais un titre d'ensemble qui isole à l'intérieur des mélanges un ensemble de textes qui ont en commun un même objet, une même attention aux églises, aux cathédrales et plus largement aux enjeux d'une patrimonialisation des lieux de culte. La table des matières ne lève pas toute incertitude sur l'extension de cet ensemble. On peut se demander s'il englobe simplement les 3 premiers textes qui sont numérotés, 1, 2, 3, ou si on doit également inclure dans cet ensemble la mort des cathédrales, qui thématiquement est proche des 3 premiers, et disons, s'insère aisément dans ce titre général, en mémoire des églises assassinées, mais qui ne porte pas de numéro d'ordre. Et on a parfois proposé telle ou telle interprétation. En fait, la difficulté est levée aisément du moment que l'on consulte les titres courants dont est dotée l'édition originale, puisque les titres courants ne présentent jamais le titre des 4 premiers articles. Les 4 premiers articles portent systématiquement comme titre courant sur la page de gauche le titre « Mélange » et sur la page de droite « En mémoire des églises assassinées ». On ne trouve pas dans les titres courants les titres dont sont dotés individuellement chacun de ces textes, comme « Journée de pèlerinage » ou « John Ruskin ». Donc, en mémoire des églises assassinées désigne bien, à l'intérieur des mélanges, un regroupement de textes qui s'étend aux 4 premiers essais recueillis. Donc, sont tenus à l'écart de cet ensemble, Sentiments filiaux d'un parricide et Journées de lecture. Bon, de toute façon, la table des matières est quand même relativement efficace, puisqu'elle signale néanmoins ce caractère d'indépendance relative de Sentiments filiaux d'un parricide et de Journées de lecture par l'usage par les caractères majuscules qui mettent ces titres sur le même niveau qu'en mémoire des églises assassinées. Les titres sont assez systématiquement modifiés par Proust. En tout cas, sur 6 articles réunis, 3 voient leurs titres modifiés, de façon à rendre plus efficace leur intégration dans l'ensemble. L'inflation de titres est évidente, qui donne le sentiment d'une forme d'empilement, peut-être assez contre-productive. Le premier essai initialement publié dans le Figaro sous le titre « Impression de route en automobile », celui qui porte le numéro 1, se voit ainsi doté de 2 surtitres, « Mélange » et « En mémoire des églises assassinées ». Proust modifie par ailleurs le titre initial qui devient « Journée en automobile », tout en le déclassant en sous-titres. Nous avons donc pour ce seul essai le système hiérarchisé de titres suivants, « Mélange », En mémoire des églises assassinées, Les églises sauvées, Les clochers de Caen et la cathédrale de Lisieux, et enfin Journée de route, Journée en automobile. Précisons que c'est ce dernier, le sous-titre, qui est généralement adopté comme désignation d'usage quand il s'agit d'évoquer ou de citer cet essai, probablement par attraction des 2 autres textes dont le titre a été modifié, Journée de pèlerinage et Journée de lecture. Ce qui nous amène à envisager un deuxième rassemblement possible à l'intérieur des mélanges. Il y en est un qui est massivement présent, qui est très visible, en mémoire des églises assassinées, et on s'aperçoit que dans la succession des titres, 3 articles sont mis en relation par la présence d'un même mot, journée. Journée en automobile, donc le premier article, Journée de pèlerinage et enfin Journée de lecture. Ce second ensemble a un caractère moins officiel, plus lâche que le premier, et il est transversal. Il réunit les 2 premiers articles et le dernier. Mais si l'on examine, en prenant appui sur le mot « journée »,
la possibilité de lire ces trois textes comme un ensemble, on s'aperçoit que ces trois textes ont en commun un certain nombre de ressemblances. Ce sont trois textes qui ont une dimension narrative assez affirmée. Trois textes dans lesquels Proust joue sur le double sens du mot journée. Le mot journée comme unité de temps, et le mot journée comme unité de distance, comme la distance que l'on peut parcourir pendant la période qui sépare le lever et le coucher du soleil. C'est le sens du mot, qui est un synonyme d'étape, que l'on retrouve dans des expressions comme voyager à grandes ou à petites étapes. Dans ces trois textes, Proust joue de la tension possible entre les deux acceptions du mot. Journée automobile et journée de pèlerinage ont en commun d'être des récits d'excursions culturelles, selon des modalités différentes, mais l'un et l'autre peuvent être ainsi qualifiés. Et dans Journée de lecture, le voyage est un voyage immobile, puisqu'il s'agit de la lecture comme voyage. Enfin, la lecture est assimilée, partiellement en tout cas, comme un voyage, qui est fragmenté, divisé en étapes par les contraintes physiologiques, les contraintes sociales. Comme dans Journée en automobile et Journée de pèlerinage, il y a une forme de tension dramatique qui est suscitée par le sentiment que l'on n'arrivera peut-être pas à réaliser ce que l'on voudrait réaliser avant la tombée de la nuit, avant que la nuit tombe. Donc on peut considérer qu'il y a une tension dramatique qui singularise dans l'ensemble des mélanges le triptyque informel des journées. Tension qui a pour ressort l'inadéquation d'un cadre contraint, les heures diurnes ou ouvrables et la démesure de l'objet que l'on cherche à réaliser à l'intérieur de ce cadre, que ce soit une cathédrale dans le cadre des excursions culturelles ou un livre dans le cadre de la lecture. Donc l'idée s'impose, ou en tout cas se fait jour, que les mélanges pourraient être considérés comme un ensemble à géométrie variable. Il y a en fait à l'intérieur des mélanges plusieurs regroupements possibles, plusieurs ensembles possibles. Pour aller plus loin dans la direction de cette hypothèse, il pourrait être intéressant d'avoir quelques renseignements sur les différents états du projet de recueil que Proust entretient pendant de nombreuses années. Nous avons vu qu'il en fait état à Fasquelle en 1912-1913, mais en fait c'est un projet qui remonte au moins à 1905. Il a depuis longtemps le projet de réunir ces articles, de les constituer en recueil. Et on a un certain nombre de lettres qui témoignent de la permanence de ce projet. Malheureusement, aucune de ces lettres n'est très explicite sur les rassemblements auxquels Proust pense, à l'exception toutefois d'une lettre de février 1913 à Anna de Noailles, dans laquelle Proust demande à Anna de Noailles si elle ne disposerait pas, par hasard, d'un certain nombre de textes de lui qui ne sont plus entre ses mains. On rencontre ici, en fait, la fonction première de la mise en recueil, c'est que la mise en recueil, en faisant un livre de textes qui ont été publiés dans des journaux ou dans des revues, les rend disponibles. Alors que les textes publiés dans les journaux sont pris dans un effet de flux qui fait que même leur auteur peut très bien s'en voir dessaisi. Voici ce qu'il écrit à Anna de Noailles. « Est-ce que par hasard vous auriez encore un article que j'avais fait dans le Figaro, supplément, sur les éblouissements ?» C'est un recueil d'Anna de Noailles, donc un article sur elle. Et un numéro de la Renaissance latine qui contient un article sur la lecture. De moi aussi. Je voudrais réunir quelques articles en volume et je ne les ai pas gardés. J'ai fait demander au Figaro, mais après 4 ans, on détruit tout. J'aurais eu aussi besoin d'un pastiche de Flaubert et d'un pastiche de Saint-Simon, mais cela, vous ne l'avez certainement pas.
tandis que l'article sur les éblouissements, peut-être à cause du sujet, Monsieur de Noailles ou votre fils l'ont conservé. Et à la Renaissance latine, vous deviez être abonné, puisqu'il s'agissait de la revue de son frère, dirigée par son frère. Donc cette lettre nous donne un certain nombre de titres, de textes que Proust songeait à rassembler en 1913. Et on voit qu'il songeait donc à rapprocher de Sur la lecture un article publié dans le Figaro, que j'aurais volontiers ajouté à la liste des articles essayistes qu'Antoine Compagnon a proposé tout à l'heure. C'est un article qui, comme les journées de lecture, a une dimension essayiste assez prononcée, même si c'est un article critique qui est consacré à un recueil, Les éblouissements. Il se démesure de l'intérieur en un projet de livre dont Proust dit qu'il ne l'écrirait pas, qu'il ne l'écrira sans doute jamais, qui s'appellerait Les 6 jardins du paradis, et qui serait une comparaison entre Anna de Noailles, Ruskin, Maeterlinck, Henri de Régnier, James et Monet. Donc une sorte d'essai sur ce qu'on pourrait appeler l'impressionnisme littéraire et artistique. Cet essai, Proust l'esquisse dans Sur la lecture. Il y a quelques lignes de Sur la lecture qui vont dans cette direction. Il l'esquisse à nouveau de façon plus longuement développée dans Les éblouissements, mais il s'en tient là. Il n'y reviendra pas. Mais donc tout laisse à penser que les Pastiches et mélanges, si le recueil avait paru en 1913, auraient été centrés autour de Sur la lecture et des éblouissements, que ça aurait été le foyer du recueil. Il en est tout autrement en 1919. En 1919, donc les éblouissements ne figurent pas dans la table des matières, c'est un premier point évidemment important, mais le texte que Proust mettra systématiquement en avant, c'est un texte d'une toute autre nature, c'est La mort des cathédrales, dont le titre se retrouve, disons, d'une certaine façon dans le titre de l'ensemble qui ouvre les mélanges, En mémoire des églises assassinées. On voit bien qu'En mémoire des églises assassinées dérive de la mort des cathédrales. Lorsque, dans la lettre à Lucien Daudet que je citais tout à l'heure, d'août 1918, il envisage plusieurs sous-titres possibles aux Pastiches et mélanges, c'est systématiquement La mort des cathédrales qu'il met en avant, soit comme sous-titre général des Pastiches et mélanges, soit comme sous-titre des seuls mélanges. Donc c'est l'article en fait autour duquel se constitue la réunion en recueil en 1918. Ce qui peut sembler assez surprenant, puisque La mort des cathédrales est un texte qui est sans doute de tous ceux qu'il recueille, celui qui est le plus étroitement daté, localisé, assigné à sa date initiale de publication, puisqu'il s'agit d'un texte d'intervention dans le cadre des débats sur la loi de séparation des églises et de l'État. C'est d'ailleurs ce que signifie dans sa publication initiale dans le Figaro le sous-titre, une conséquence du projet de loi brillant sur la loi de séparation des églises et de l'État. Et le texte paraît dans une sorte de dossier publié dans le Figaro, en page 3, où figurent aux côtés du texte de Proust des articles sur le projet de loi brillant, sur Combes. Donc c'est un texte qui est vraiment situé dans un contexte polémique très précis. Et qui semble, ne plus rencontrer guère d'écho en 1919. Or, c'est précisément en fait ce qui va intéresser Proust, ce sur quoi il va jouer, comme il l'indique dans une note dont il fait accompagner la reprise de son texte dans Pastiches et mélanges. C'est sous ce titre, La mort des cathédrales, que je fis paraître autrefois dans le Figaro une étude qui avait pour but de combattre un des articles de la loi de séparation. Cette étude est bien médiocre.
Je n'en donne un court extrait que pour montrer combien, à quelques années de distance, les mots changent de sens et combien, sur le chemin tournant du temps, nous ne pouvons pas apercevoir l'avenir d'une nation plus que d'une personne. Quand je parlais de la mort des cathédrales, je craignis que la France fût transformée en une grève où de géantes conques ciselées sembleraient échouer, vidées de la vie qui les habita et n'apportant même plus à l'oreille qui se pencherait sur elles la vague rumeur d'autrefois. Simple pièce de musée, glacée elle-même. 10 ans ont passé, la mort des cathédrales, c'est la destruction de leurs pierres par les armées allemandes, non de leur esprit par une chambre anticléricale qui ne fait plus qu'un avec nos évêques patriotes. Donc la mort des cathédrales, c'est un titre qui avait une dimension polémique en 1904. En 1919, c'est un titre qui a pris une dimension élégiaque ou de déploration. C'est un titre qui suscite le souvenir des destructions de la guerre. Vous voyez ici un clocher qui s'effondre, qui vient d'être détruit par un coup de mélinite. J'emprunte cette photographie, cette série de photographies, à un article de Maurice Barrès qui date de 1910 et qui s'inscrit dans le cadre des polémiques qui suivent la promulgation de la loi de séparation des Églises et de l'État. Ce genre de photographie, on en voit très souvent dans la presse de 1919, mais elles ont un tout autre sens. C'est les églises détruites par les combats. Vous voyez l'article de Barrès, qui utilisait les photos que j'ai présentées. Et vous voyez, en fait, le lieu autour duquel se cristallise toute la question des destructions de guerre, qui est la cathédrale de Reims, qui a été bombardée en septembre 1914, puis à plusieurs reprises pendant le conflit, mais de façon moins grave. Et je fais l'hypothèse que c'est la cathédrale de Reims qui est le foyer autour duquel, en fait, Proust compose son recueil de 1919. Un livre vient d'être consacré à la destruction partielle de la cathédrale de Reims. C'est le livre d'un historien allemand, Thomas Getkens, La cathédrale incendiée, Reims, septembre 1914. Il fait l'histoire de l'événement, mais également la mémoire de l'événement tout au long de l'entre-deux-guerres et jusqu'à nos jours. Mais il situe également l'événement dans l'histoire longue des réflexions engagées autour du gothique, des cathédrales, notamment le conflit de priorité entre les savants allemands et français pour savoir en fait qui est l'inventeur de l'art gothique, est-ce que ce sont les architectes allemands ou les architectes français. Il fait également l'histoire de l'idée de patrimoine. Il rencontre constamment Proust dans sa réflexion. Proust est présent. Alors, il consacre un chapitre à la mort des cathédrales, dans lequel il insiste sur le caractère extrêmement précoce et original de l'engagement de Proust, qui, en 1904, déplace le débat de la loi, engagé sur la loi de séparation des Églises et de l'État, du domaine de l'enseignement vers celui du patrimoine architectural. C'est-à-dire qu'en 1904, ce que Proust met en avant immédiatement, c'est la question de la muséification des églises, et éventuellement de la dénaturation que cela entraîne et de la fragilisation du patrimoine architectural religieux. Il faudra attendre en fait 1910 pour que cette question devienne centrale dans les débats qui accompagnent la loi, avec les articles, la campagne de presse et les débats parlementaires que mène Barrès et dont il rend compte dans un livre, La grande pitié des églises de France, auquel Proust fait de nombreuses reprises allusion.
il rend un hommage très appuyé à la campagne de Barrès dans le préambule d'un article paru dans le Figaro du 3 septembre 1912, L'église de village, où l'écrivain est qualifié de l'admirable auteur du vrai génie du christianisme. Donc on peut considérer que la composition des pastiches et mélanges est tout entière informée par l'onde de choc de l'incendie de la cathédrale de Reims et par les prolongements complexes, polémiques de l'événement. Le titre d'ensemble que Proust forge en 1919, en mémoire des églises assassinées, doit être compris dans ce contexte. Et de fait, en lisant le livre de Thomas Gedgens, comme je disais tout à l'heure, on a la surprise d'être constamment reconduit, chapitre après chapitre, vers pastiches et mélanges. Quand il ne fait pas explicitement allusion à Proust, en fait, on rencontre constamment des questions qui sont traitées dans pastiches et mélanges. Alors, pour finir, le point sur lequel je voudrais souligner, c'est que la cathédrale de Reims est un lieu de contact entre les trois livres que Proust publie conjointement en 1919. Puisque, en rééditant du côté de chez Swann, Proust, comme cela a été rappelé la semaine dernière par Anne Simon, déplace Combray de Chartres vers Reims et Laon, de façon à ce que la ville de Combray soit dans le secteur des combats. Et c'est un exemple caractéristique de composition à large ouverture de compas, puisque cela permet à Proust de préparer les pages du Temps retrouvé consacrées à la destruction de Combray, page éminemment pathétique, qui donne lieu à l'une des grandes surprises de lecture qui marque vraiment le lecteur. Il est également question, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, des statues de Reims, qui sont l'incarnation de la grâce française et qui ont été mutilées. Vous voyez sur l'écran, par exemple, le fameux ange au sourire de Reims qui a été mutilé pendant la guerre. Donc, la cathédrale de Reims, donc, est active dans chacun des trois livres que Proust publie en 1919. Et elle joue un rôle important dans les principales réécritures de ses textes, puisqu'il retouche ses articles modestement, mais il les retouche en réduisant les textes, en supprimant des pages. Nous avons vu tout à l'heure, par exemple, qu'il avait réduit La mort des cathédrales, qui est beaucoup plus bref dans Pastiches et mélanges que dans le Figaro, supprimant les pages qui sont trop directement liées au contexte initial de publication. Il ajoute des notes, mais il retouche parfois le texte lui-même. Et nous avons ici un exemple de ces retouches dans La mort des cathédrales. Les bœufs de Laon, vous savez que sur les tours de Laon, eh bien, figurent des bœufs sont représentés sous la forme de sculptures monumentales. Et Proust a longuement commenté dans plusieurs textes, en s'appuyant sur Ruskin et sur Émile Malle, la présence de ces bœufs au sommet de la cathédrale de Laon. Les bœufs de Laon eux-mêmes, ayant chrétiennement monté jusque sur la colline où s'élève la cathédrale les matériaux qui servirent à la construire, l'architecte les en récompensa en dressant leurs statues au pied des tours, d'où vous pouvez les voir encore aujourd'hui dans le bruit des cloches et la stagnation du soleil. Lever leurs têtes cornues au-dessus de l'arche sainte et colossale et poursuivre jusqu'à l'horizon des plaines de France leur songe intérieur. Hélas, ils ne sont pas détruits. Que n'ont-ils pas vu dans ces campagnes où chaque printemps ne vient plus fleurir que des tombes? Donc, évidemment, ici, c'est un ajout de 1919. Pour des bêtes, c'est tout ce qu'on pouvait faire, les placer ainsi au dehors, sortant comme d'une arche de Noé gigantesque qui se serait arrêtée sur ce mont Ararat, au milieu du déluge de sang. Aux hommes, on accordait davantage. Ce songe intérieur qu'entretiennent les bœufs, eh bien, c'est une allusion à un poème longtemps le plus célèbre de son auteur, de Lecomte de Lille,
que je vous lis. Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes, bavent avec lenteur sur leurs fanons épais et suivent de leurs yeux languissants et superbes le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. Donc il y a dans ce passage, dont on trouvera des échos dans la recherche du temps perdu, une rêverie sur le regard des bœufs, sur ce regard qui est dirigé vers la plaine, vers la Champagne, qui s'étend au loin, puisque Laon est construit sur une sorte d'acropole, hein, sur un rocher qui domine la plaine. Et en fait, si l'on entrecroise les trois textes qui ont publié en 1919, eh bien, ce que regardent, enfin, il faut tirer la conclusion que ce que regardent les bœufs de Laon, eh bien, c'est Combray. En tout cas, ce pourrait être Combray. C'est-à-dire que c'est la localisation de Combray telle qu'elle s'impose au lecteur dans la mise en relation du roman d'un côté et des essais de l'autre. Parce que c'est le dernier point que je vais très brièvement exposer pour conclure, qui me semble très important, c'est que si Proust a initialement insisté de façon très forte dans ses lettres à Lucien Daudet ou à Jacques-Émile Blanche que je citais tout à l'heure sur le désir de ne pas de faire s'interférer les séries. Il n'en demeure pas moins, et plusieurs détails du dispositif éditorial du recueil le prouvent à l'envi, que Proust a fait en sorte d'établir une forme de proximité ou, disons, de communication entre les essais et le roman. On en a un exemple ici, dans une note qui établit invite à lire les essais comme des avant-textes du roman, mais également en fait comme un espace qui reste distinct du roman, qui a sa logique propre, mais qui met en résonance le roman. Je me suis naturellement abstenu de reproduire dans ce volume les nombreuses pages que j'ai écrites sur des églises dans le Figaro, par exemple. L'église de village, bien que très supérieure à mon avis à bien d'autres qu'on lira plus loin. Mais elles avaient passé à la recherche du temps perdu, et je ne pouvais me répéter. Donc je ne reprends pas dans Pastiche et mélange des articles qui sont passés dans la recherche du temps perdu. Si j'ai fait une exception pour celle-ci, c'est que du côté de chez Swann, celle-ci, c'est en l'occurrence Journée en automobile. Du côté de chez Swann, elle n'est que citée partiellement, entre guillemets, comme un exemple de ce que j'écrivis dans mon enfance. Et dans le 4e volume, non encore paru à la recherche du temps perdu, la publication dans le Figaro de cette page remaniée est le sujet de presque tout un chapitre. Donc on sait combien est important dans la dynamique de la recherche du temps perdu ce désir de se voir publié dans le Figaro, l'existence de ces études, de ces essais dont le narrateur est l'auteur, dont il attend la publication. Donc c'est une tension très importante du geste éditorial de Proust dans Pastiche et mélange. Il fait en sorte de distinguer les pastiches et mélanges du roman, mais en même temps, il tient ces articles du Figaro tout contre la recherche. Et cette proximité établit un système de rapport qui met en résonance le roman. Et l'exemple qui pourrait servir d'emblème, eh bien, c'est ce regard des bœufs de la cathédrale de Laon qui sont tournés vers Combray. Et d'un Combray qui est peut-être en ruine, détruit. Le Combray de 1919, mais peut-être le Combray éternel, celui du côté de chez Swann. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe Prado. Alors, dans mon cours tout à l'heure, je disais que je ne savais pas si vous parleriez du titre, mais finalement, vous en avez beaucoup parlé de ce titre, Pastiches et mélanges. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais tout de même poser quelques questions.
Ah, il y a plus. Est-ce qu'on peut revenir sur une des diapositives qui m'a troublé? Vous pouvez revenir sur celle qui montre le titre courant, les titres courants du volume. Voilà. Ah non. Non, non, c'est celle-ci. Non, j'étais troublé par le fait que ce sont 2 pages paires en bas et qu'elles n'ont pas le même titre courant. Alors, ça c'est ça. Oui, mais si ça se répète de page à page, ça fragilise un peu ce que vous souteniez. Ça veut allumer votre micro. Oui, c'est malgré cette coquille, c'est. Oui. Bon, ça ne met pas en péril la tête. Non. C'est les minuties à laquelle la philologie s'intéresse par rapport au vaste essayisme de Maeterlinck. Oui, l'autre point qui m'intéressait, vous avez évoqué la transformation du titre sur la lecture en journée de lecture, mais pourquoi les mémoires le compte-rendu des mémoires de Madame de Boigne s'appelait journée de lecture, hein? Parce que vous justifiez journée de lecture pour sur la lecture, par cette image de la lecture comme voyage ou étape, image absente dans le texte, me semble-t-il. C'est-à-dire que dans le texte, il y a, comme dans Voyage en automobile, vraiment cette tension qui fait que la fin est toujours présente à l'esprit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir finir le livre, on a envie de le finir en même temps, on a envie que la lecture continue. Voilà. Et donc il y a la lecture est présentée comme un voyage, enfin comme un processus découpé en plusieurs étapes. Comme quelque chose qu'on reprend, on fait une pause, on s'arrête, etc. Donc oui. Il y a une dimension de voyage. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que quand je vois le passage de sur la lecture à journée de lecture, le titre sur la lecture est bien le titre de l'essai qui concerne notamment la seconde partie du texte, qui est la théorie de la lecture que j'évoquais tout à l'heure, tandis que journée de lecture met l'accent incontestablement sur la première moitié du texte, celle de le récit de ces journées de lecture. C'est vraiment la dimension narrative qui est commune à ces 3 textes. Plus ou moins. Mais par exemple, Journée de pèlerinage, c'est un texte qui invite le lecteur à partir en pèlerinage et qui, en fait, voudrait avoir une efficacité immédiate, c'est-à-dire que le lecteur laisse son livre et parte vers Amiens. Et donc, c'est les 3 essais qui ont la dimension narrative la plus accusée. Alors évidemment, dans Journée de lecture, c'est que la première partie du texte. Mais dans les 3 cas, il y a une dramatisation, disons, de cette dimension essentielle de nos existences, c'est que nous vivons dans une alternance nictémérale. Ça, c'est un point. Et alors après, peut-être que la question du voyage, effectivement, j'ai un peu forcé le trait dans cette direction, mais en tout cas, le point qui est indéniable, c'est la façon dont les 3 textes constituent l'alternance nictémérale en une scène dramatique. Créer une forme de tension, même si cette tension peut être constituée d'une façon un peu joueuse, sans qu'elle soit trop prise au sérieux. Mais... Alors, ce qui est vraiment intéressant vers la fin de votre exposé, c'est cette façon dont les titres de tout ce qui concerne les églises et les cathédrales n'ont plus le même sens en 1919 et en 1904-1905. Les titres conviennent toujours, mais à une autre interprétation. Voilà, c'est ce qu'il appelle les chemins tournants du temps. Oui. Et il me semble, alors c'est un point que je n'ai pas abordé, mais qu'il y a là un effet qui solidarise en fait les pastiches et les mélanges, parce que l'effet, le ressort principal des pastiches, somme toute, c'est la discordance temporelle, le fait que
il y ait une coexistence d'époques, enfin, qu'il y ait que par exemple Renan est amené dans son pastiche à considérer le 19e siècle comme si c'était le 1er siècle après Jésus-Christ, et donc il fait des erreurs de perspective absolument monumentales en situant la comédie humaine 2 siècles avant Voltaire en raison de son cléricalisme, par exemple. Et en fait, constamment, les pastiches jouent de ce ressort de la discordance temporelle. Or, les choix de composition de Proust dans les mélanges tendent justement à insister sur ces superpositions d'époque, ou la façon dont une image stable ou un titre va changer de sens parce que du temps a passé et que des événements sont venus s'interposer entre leur première apparition et leur retour. Parce que, en fait, donc c'est un point que j'ai laissé totalement en dehors de mon exposé, mais il existe évidemment des relations qui solidarisent les pastiches et les mélanges, ne serait-ce que parce que des figures qui sont évoquées dans les mélanges le sont également dans les pastiches. Proust, par exemple, déplace l'usine du faussaire, le moine, donc qui prétend avoir fabriqué des diamants, du sud de la France vers le nord, de façon à ce que l'on soit pleinement situé dans l'univers qui est celui de la Bible d'Amiens et de Ruskin, par exemple. Donc il y a des déplacements qui créent des effets, une sorte d'effet de tremblé, où on ne sait plus où l'on est, dans quel temps. Et le déplacement, en fait, est le geste que Proust privilégie dans toutes ses interventions de relecteur de lui-même, qu'il opère en 1919, puisque, évidemment, publier un recueil, c'est se relire. Et le geste le plus spectaculaire de relecture, quand il réédite du côté de chez Swann, c'est ce déplacement de Combray vers Reims et Laon. Oui, alors vous avez insisté dans votre conclusion sur ce noyau de Reims entre les 3 textes. Oui, je recommande la lecture de ce beau livre de Gaët Gintz qui vient d'être publié, c'est un livre important, sur la cathédrale, l'histoire, et puis sur la polémique sur l'origine de l'art gothique. Et puis vous avez fait une parfaite transition vers la fin pour mon prochain cours, puisque je compte parler de l'article du Figaro la prochaine fois. Donc et commencer avec ce que vous avez montré, la citation que vous avez montrée, parce que après, sur la lecture, on va vers, je crois, cet article du Figaro qui est central dans la transition. Donc, eh bien, merci beaucoup pour cette exposition.